Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Henri Sebaoun, qui est le directeur général de Vanessa Bruno. Après avoir dirigé d'autres belles maisons comme Carven, Henri va nous parler du développement de cette magnifique marque et de l'importance d'une créatrice de mode au sein de sa destinée. Alors, bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de la marque de prêt-à-porter féminin Vanessa Bruno, Henri Sebaoun. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir parce que vous avez, on va dire, plusieurs casquettes chez Vanessa Bruno. Vous êtes directeur général, mais vous êtes aussi actionnaire de l'entreprise. Et auparavant, vous avez aussi eu une casquette de président de la marque Carven, avec laquelle vous avez eu une belle aventure. Donc, ça nous intéressait d'avoir un peu votre regard et le regard dans le rétroviseur sur cette aventure-là. Ce qu'on aimerait savoir, c'est en fait, vous, Henri Sebaoun, vous venez d'où ? Vous venez de quelle ville ? Quel est votre background ? Je suis parisien. Enfin, je suis né en banlieue parisienne. Mon background, c'est plutôt autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé commercial et j'ai rejoint rapidement mon cousin qui travaillait dans une entreprise familiale. Ouais, vous faisiez quoi ? En fait, lui, il était il avait une activité de prêt-à-porter féminin spécialisée dans l'imperméable. Et à l'époque, c'était dans le début des années 80, c'était le début des pays de l'Est qui s'ouvraient à l'Europe et cette activité était en train de changer fortement. Et à l'époque, moi, j'étais commercial pour des marques d'hommes et on a eu l'idée de commencer à proposer à mes clients des manteaux hommes. Et on a débuté notre association comme ça et on a commencé par le manteau le premier hiver. Puis après, on a été nous aussi dans les pays de l'Est fabriquer des costumes et on a créé notre première marque qui s'appelait à l'époque Palazzo. Et c'était un nom à consonance italienne parce qu'à l'époque, le marché du prêt-à-porter sur la partie homme était surtout dominé par des licences comme Daniel Echter, Pierre Cardin et il y avait De Fursac qui était leader à l'époque sur cette partie classique et on est devenu un acteur de cette activité de prêt-à-porter masculin. Juste pour revenir, vous avez grandi dans l'univers du prêt-à-porter ? En fait, mes parents étaient détaillants. Ils avaient des magasins de détail en banlieue parisienne. Donc, ils faisaient quoi ? Ils vendaient du prêt-à-porter hommes et femmes en banlieue. À l'époque, c'était des magasins multimarques dans les centres commerciaux du 93. D'accord. Voilà. Et du coup, vous avez vu comment se passait la vie du prêt-à-porter. En fait, j'ai voulu travailler très jeune et du coup, j'avais une fibre pour le commerce et je me sentais à l'aise sur une activité de vendeur, mais je voulais pas être sédentaire, donc j'ai préféré être commercial et vendre pour des marques. À l'époque, c'était la société Laporte qui avait des licences de Balmain, je me souviens plus toutes les marques, mais c'était Playboy, Balmain, Renoma, donc des vieilles marques dont ils avaient la licence pour les chemises. Donc je vendais des chemises et puis je travaillais pour une boîte allemande qui s'appelle Brickman et qui avait des marques comme Bugatti à qui je vendais des manteaux, etc. Et donc là, vous faisiez pas mal de kilomètres. C'est ça. C'était la prospection, la visite de magasins. Le monde de la distribution n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il y avait énormément de multimarques. Il y avait peu de magasins d'usine. Il n'y avait pas d'internet. Il fallait visiter les clients, présenter des collections. Et puis j'aimais bien ça parce que on avait beaucoup d'échanges humains avec les gens. On pouvait construire des projets. Les gens étaient assez dynamiques. Le commerce était assez dynamique à l'époque. Et il y avait beaucoup d'indépendants. Et moi, j'avais un caractère assez indépendant, donc. Le lancement d'une marque, donc avec votre cousin, Palazzo, c'est ça ? Ouais. Comment on passe de commercial pour d'autres marques à ok, on monte notre marque et puis on va lui trouver quelque chose à raconter. En fait, ça vient un peu naturellement, c'est-à-dire que mon cousin voulait rechercher un nouveau produit, et donc je lui ai proposé de vendre des produits que je pouvais vendre, puisque j'étais sur le circuit de la distribution homme. Donc il y avait un vrai besoin à l'époque, dans les années 80, d'avoir des fournisseurs de manteaux
Et donc du coup on a commencé par le manteau parce qu'il y avait une vraie demande. Ça a plu tout de suite. Et puis après l'idée c'était de ne pas vendre qu'un produit mais vendre un produit avec un peu d'image. Donc on a commencé à créer une image autour du nom Palalvio. Et donc on a décliné des produits autour de ça. Et puis on s'est rendu compte que ça commençait à fonctionner et c'est là qu'on a eu envie finalement de créer notre propre structure qui était SCM. Et rapidement on a vendu des manteaux et des costumes à des clients. Et dont un client qui avait du Carven en homme et qui achetait des griffes chez Carven à l'époque. Et ça m'a donné l'idée d'aller voir Carven et leur proposer une licence. Et l'histoire a commencé comme ça. Et, la société que vous avez créée pour cette activité-là, c'était à quel moment ça ? C'était en 91. 91. Et Carven, vous êtes allé les voir, vous avez commencé à dialoguer avec eux à quel moment ? On a ouvert les discussions avec eux en 93 et on a signé notre premier contrat de licence en 94. Donc l'histoire avec Carven, elle a commencé très tôt finalement. Ouais, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Très longue histoire. Comment elle a évolué cette histoire-là ? Comment vous êtes passé de venir toquer à la porte à finalement un jour devenir président de la marque ? Alors en fait, il y a beaucoup de concours de circonstances. Le premier concours, c'est que le directeur des licences de l'époque nous a fait confiance et nous a donné une première licence qui était assez cadrée, que c'était que les costumes et les manteaux. On n'avait droit à rien d'autre. Et puis, comme on avait eu des bons résultats, on a agrandi l'offre avec les chemises, puis après l'ensemble de l'offre, et on est devenu le master licencié Europe en prêt-à-porter masculin. Sur l'homme. Sur l'homme, ouais. Le féminin était et rapidement, la marque est devenue une marque d'homme parce qu'en fait, en France, il y avait rien comme activité réelle pour Carven. Ils vendaient un peu de parfum et il y avait un semblant de collection de couture. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, la marque était plutôt dans le creux. Oui, elle était plutôt endormie, quoi. Oui. Et il n'y avait pas une vraie activité très visible sur le marché français. C'était plutôt des revenus de licence qui provenaient de l'étranger. Et assez rapidement, entre 94 et 97, on est devenu assez visible. La marque Carven Homme avait une distribution. On a commencé à ouvrir dans les grands magasins. On était justement dans ce pool de marques HTR Cardin de Fursac. Et on a commencé à avoir une jolie distribution. Et pour Carven, on était devenu un revenu important puisqu'on était devenu le deuxième revenu de licence après le Japon. Donc voilà, l'histoire s'est construite au fil de l'eau. Et puis après, on avait un modèle économique qui était un modèle wholesale essentiellement. Et puis on s'est essayé à ouvrir un premier magasin. Et ce qui n'était pas du tout votre culture d'origine. Du tout. On a monté un concept. Et puis en fait, on en a ouvert 2, puis 3. Et puis on a développé l'activité de déstockage en magasin d'usine. On avait une 50aine ou une 60aine de corners en grand magasin entre le Printemps et les Galeries Lafayette. Et la marque existait voilà, comme une marque nationale sur ce marché. Quelle est la complexité d'être licencié quand on est, comme vous le disiez, le deuxième pourvoyeur de revenus d'une marque? Quelle est la complexité d'être licencié? Parce que j'imagine qu'on fait pas tout ce qu'on veut. Comment vous jouiez de ce positionnement-là? En fait, on avait très bon rapport avec la direction de Carven à l'époque, et en fait, on était tellement attachés à la marque que ça s'appelait Carven, et donc ça nous permettait de nous exprimer avec un nom qui avait une certaine notoriété, même dans l'inconscient collectif, parce que quand on a ouvert nos premiers magasins, on peut pas dire qu'on était une marque à la mode, mais ça donnait de la crédibilité au produit, et du coup on vendait quand même très correctement. Et comme on s'en occupait vraiment comme si c'était notre marque, c'est-à-dire qu'on n'était pas sous un format de licence, mais on faisait les choses vraiment comme si vraiment c'était notre marque. Carven nous a laissé quand même beaucoup de latitude, et du coup on a vraiment imaginé et créé cet univers homme qui n'existait pas, et il était un peu à notre image, mais sous l'enseigne Carven. Après, la fragilité de la licence, en fait c'est la durée de vie d'un contrat, et en fait vous investissez quand même beaucoup pour une marque, vous devenez son plus gros revenu ou un de ses plus gros revenus, mais dans les fins des années 90, début des années 2000, il y a beaucoup d'investisseurs et beaucoup
d'industriels qui ont voulu acquérir des marques et copier un peu le modèle d'LVMH ou de Kering. Et du coup, c'est vrai que cette fragilité nous a amené à réfléchir à notre avenir. Et pareil, c'est un concours de circonstances, puisque moi j'ai connu 3 ou 4 propriétaires de Carven pendant ma période de licence. Et le dernier qui... Et à chaque fois, il y a l'interrogation de se dire, est-ce qu'on continue ? Alors honnêtement, non, parce que au début, on est un peu insouciant, on fait les choses avec beaucoup d'énergie, et puis on a le sentiment de tellement bien faire les choses qu'on on devrait pas être on se sent solide voilà, exactement. Puis on sait que la marque a besoin de revenus, que quand on devient un vrai revenu et qu'on fait un bon travail, que l'image est bonne, on n'a pas l'impression de pouvoir être en risque. Mais plus on devient gros et plus on se dit que le risque, s'il arrive, il aura des conséquences importantes. Et donc c'est là où vous commencez à vous poser des questions. Et effectivement, quand le dernier propriétaire a pris de la sympathie pour nous, mais les précédents pareil, parce qu'on était très sincères dans la relation. Lui, il était là par hasard, et c'est lui un jour qui m'a dit, écoute, est-ce que tu as déjà réfléchi à devenir propriétaire de Carven ? Je dis non, mais pas du tout. J'ai pas du tout vocation à devenir propriétaire. Il me dit, mais tu fais un bon travail, il faut que tu réfléchisses à construire dans l'intérêt de ton entreprise, et au lieu de payer des revenus de licence, va voir la banque et paye un crédit, tu vas devenir propriétaire de ta marque. Et c'est comme ça que l'histoire de Carven a démarré. Ça, c'est à quel moment ? Ça, c'est en fin 2007. D'accord. Ça prend combien de temps pour reprendre une marque ? Ça va vite ou c'est pas mal d'étapes Alors, moi, je pense que ça a été très vite, mais encore une fois, c'est aussi des concours de circonstances et des rencontres. J'ai eu la chance d'avoir à l'époque une attachée de presse qui croyait en nous et qui nous a présenté un monsieur qui s'appelle Claude Jantet, qui était le patron de Carré Blanc, qui était l'ancien patron des Intersports et qui venait de lever un LBO. Et quand je lui ai présenté le projet, il trouvait le projet intéressant et il m'a dit je vais vous présenter une équipe de chez Price et on va monter un dossier et vous allez apprendre à lever de l'argent. Et en fait, donc c'est aussi les rencontres qui font qu'on puisse avancer plus rapidement. Exactement. Et du coup, il m'a présenté une équipe de Price, des gens formidables. J'ai découvert un nouveau métier. Le nouveau métier, c'est de valoriser une entreprise et valoriser un projet. J'ai beaucoup travaillé pour comprendre comment ça fonctionnait. Notamment, j'ai beaucoup travaillé à la construction des tableaux Excel, qui était tout nouveau pour moi. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans le cheminement que vous avez, de commercial terrain à regarder les tableaux Excel pour trouver les bons ratios, etc. d'un projet de reprise d'entreprise. Oui, c'était surtout comment on valorise une entreprise. Il Oui. fallait comprendre comment le mécanisme financier valorisait un projet, valoriser une entreprise, etc. Et donc, du coup, ça m'a passionné. Et le premier trimestre 2008, j'ai bossé avec cette équipe à la construction du projet. Et finalement, on a eu quelques fonds d'investissement qui ont été intéressés très vite avec les teasers. Et j'ai rencontré 2 fonds qui étaient vraiment très, très intéressés, dont un avec qui on a fait affaire, qui est Turenne. Et j'ai rencontré un homme formidable, qui est Benoît Pastour, qui connaissait un peu le textile déjà, parce que par le passé, il avait croisé des entreprises de distribution, parce qu'il est issu du nord de la France. Et avec Benoît, on a racheté Carven. Et l'aventure Carven a démarré en juillet 2009. L'échange avec les fonds, justement, les discussions que vous avez à ce moment-là, c'est quoi ? En fait, les roadshows, en fait, de façon générale, sont assez analogues, c'est-à-dire que vous devez vous présenter votre projet, et dans la présentation de votre projet, il faut avoir des convictions et un certain nombre de pertinences. Parce qu'en fait, le rôle d'un investisseur, c'est de challenger en fait votre projet, que ça soit sur les chiffres ou sur l'écosystème ou sur la concurrence. Et
Et c'est en fonction des convictions que vous pouvez mettre sur la table et de la pertinence de votre projet que les gens croient en vous ou non, parce que ça reste quand même très subjectif tout ça. La manière dont vous l'aviez présenté à l'époque, il y a 12-13 ans maintenant, c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Vous le présenteriez toujours de la même manière aujourd'hui, ou ce secteur-là a changé? Je pense que mon expérience est différente aujourd'hui, donc il y a peut-être des axes que je favoriserais plutôt que d'autres, mais de façon générale, le process est à peu près le même aujourd'hui dans la relation avec un investisseur. Après, c'est sûr que le monde a changé aussi, qu'il y a d'autres acteurs, qu'il y a d'autres sources de distribution et qu'il faut prendre en compte l'ensemble de l'écosystème. Mais de façon générale, il n'y a pas de grande différence. Les topos restent les mêmes. Ouais, les topos restent les mêmes. Ouais, tout à fait. Donc avec Turenne, vous reprenez Carven. Turenne investit dans notre société et notre société devient propriétaire de Carven. Donc là, en tant que propriétaire, vous devez aussi gérer les autres licences. Vous devez avoir le plan de route à 5 ans minimum. Alors j'avais une vision assez claire de ce que je souhaitais pour la marque, puisqu'en fait, moi, j'étais pas du tout pour les licences. Il y avait trop de dichotomie sur les territoires et sur le positionnement de la marque avec les licences. Donc la première année, j'ai arrêté toutes les licences. D'accord. Ça a été un grand chemin de croix, parce qu'il a fallu, notamment, on avait un master licencié au Japon qui avait beaucoup de sous-licences, et il a fallu... ça a pris 2-3 ans pour arriver au terme des licences, mais la première année, vraiment, le premier travail, ça a été d'arrêter ou de mettre en place l'arrêt des licences. Pourquoi? C'était quoi l'analyse par rapport aux licences? Je vous dis, l'héritage de Carven, c'était beaucoup de contrats de licence très différents les uns les autres, dans des territoires très différents, avec des positionnements très différents. Il n'y avait pas de produit qui émergeait, il n'y avait pas d'identité de marque qui émergeait? Exactement. C'était vraiment une griffe posée sur de la vaisselle, posée sur des stylos, posée sur des vêtements pour grands, pour gros. Enfin voilà, c'était assez... très très étrange, voilà, et donc très compliqué à conserver dans une stratégie où on voulait reposer un socle d'image et une stratégie bien précise sur le positionnement qui était une mode accessible, parce que c'était plutôt ça le projet, quoi. Et là, justement, ce positionnement-là, au moment où vous le reprenez, il y a l'idée de relancer la femme, il y a l'idée de fonctionner comment finalement? Alors en fait, il y avait deux histoires. Il y avait notre histoire de licenciés hommes, et donc avec une vraie activité, parce qu'on avait une 50aine de points de vente, et ça représentait déjà pas mal de chiffre d'affaires. C'était combien à peu près à l'époque? On faisait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, il fallait conserver cette activité et la faire croître. Et il y avait cette volonté de relancer la marque par le prisme de la mode féminine. Et j'ai mis un petit peu de temps à trouver les bonnes personnes qui allaient m'accompagner dans le projet du prêt-à-porter. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Picard, qui après quelques rencontres a cru à mon projet, et il m'a présenté Guillaume Henry. Et du coup, Guillaume m'a rejoint en début d'année 2009. Et la première collection Carven est sortie en début d'année 2010. Ouais. Donc on a acheté en 2008, et il a fallu 2 ans pour sortir la première collection. Donc ça veut dire qu'il faut être patient aussi. Alors oui, je dirais que la patience, c'est pas vraiment le sujet, parce que c'est compliqué d'être patient quand on a un projet. Mais il y a un temps incompressible pour trouver les bonnes personnes, écrire l'histoire, monter une première collection, présenter cette collection à des clients, la produire et la livrer. Donc Je vous dis ça parce que on rencontre pas mal de créateurs d'entreprises, des jeunes qui ont des projets, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'au bout de 6 mois, ils sont en train de pousser les choses. Et là, vous dites, il a fallu 2 ans pour arriver à. Oui, mais nous, on était dans un mode qui est un mode old school, à savoir un mode très créatif, puisqu'en fait, on voulait absolument écrire une histoire de mode, donc du coup avoir une prise de parole qui est différente de ce que le marché pouvait offrir créativement.
Et donc du coup, ça prend du temps de créer une collection, ça prend du temps de la vendre, et ça prend du temps de la produire, et ça prend du temps de la livrer chez les clients. Et que les clients la vendent, et que ça se sache, et que la presse trouve les collections jolies et qui vous accompagne, tout ça dans ce processus-là, ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que déjà, il y a tous les réseaux sociaux qui n'existaient pas dans les années 2000. Et ces réseaux sociaux raccourcissent énormément le temps entre se montrer et être vu. C'est vraiment beaucoup plus court. Et on est dans une époque où le lifestyle prime sur l'esthétisme. Donc il y a un travail qui est différent avec un regard sur les choses qui est différent. Et ce que la presse faisait auparavant, c'est-à-dire décoder la mode pour qu'elle soit plus guettable pour les consommateurs, aujourd'hui elle le fait plus beaucoup puisque il faut aller vite et que les gens doivent comprendre très vite le positionnement d'une marque. Et que via les réseaux sociaux, ils se font leur propre culture mode et se construisent leur propre image et idée de ce qu'est la mode. Avec Guillaume Henry, ça décolle. Ah oui. Vous l'expliquez ou pas? Ou c'est quelque chose qui est de l'ordre de... Moi, je pense qu'il y a... de la bonne façon de faire. Il y a deux choses. D'abord, il y a une rencontre. Et c'était une belle rencontre. Rencontrer quelqu'un de très créatif et dans son temps. Parce qu'on peut être très créatif, mais hors du temps. Donc, c'est plus long pour rencontrer ses contemporains. Là, Guillaume était vraiment dans son temps. Moi, mon background, c'était de produire des vêtements dans les pays de l'Est et de délocaliser. Et donc, l'idée, c'était d'être créatif, mais accessible. Et donc, assumer la délocalisation. Donc, la relation que je pouvais avoir avec Guillaume, c'était OK, tu veux faire ça, mais il faut rester dans ce positionnement-là. Donc, si tu choisis un tissu cher pour le haut, tu mets un tissu pas cher pour le bas. Si tu veux mettre une broderie, il faut que tu me trouves une solution pour ça, parce qu'il faut quand même rester sur le positionnement dans lequel on est. Et on a beaucoup travaillé comme ça, la main dans la main. C'était pas tous les jours simple, mais finalement, ça nous challengeait tous les deux pour que on puisse offrir finalement la promesse de la marque, puisque la promesse de la marque, c'était vraiment être très créatif, mais accessible. Et je pense que à l'époque où on l'a fait, parce qu'à chaque époque c'est tendance, mais à l'époque où on l'a fait, le marché a été très surpris d'autant de créativité, en assumant en même temps le fait qu'on n'était pas une marque de luxe, oui. puisqu'en fait ce positionnement-là n'existait pas. En 2009-2010, il n'y avait pas de marque française qui était dans ce positionnement-là, et les grands magasins avaient même du mal à nous placer, parce qu'on n'était pas designer, on n'était pas luxe, on n'était pas mass market, on n'était pas fast fashion. En revanche, en Amérique, il y avait des Alexander Wang, il y avait Philippe Lim, il y avait des marques comme ça qui étaient poussées par le Vogue. Et en fait, on a commencé à développer ce positionnement-là, puis est venu Acne, puis Kenzo s'est repositionné sur ce créneau. Et on a lancé en fait un positionnement qui existe aujourd'hui et qui est bien installé, quoi. Oui, qui est bien installé, qui est dynamique en termes de vente. Exactement. Sur justement le développement, vous aviez anticipé le développement ou ça vous a pris un peu de cours, la demande, la manière dont a grandi la Alors au début, on a été pris un peu de cours parce qu'on n'était pas préparé au succès. Donc c'est vrai que très vite, il a fallu faire grandir les équipes, staffer, changer de bureau. Mais ça va très vite. En fait, c'est des problèmes de riches, tout ça. Parce que quand on a des commandes et que les clients vendent et que vous êtes encensé et que tout le monde trouve ça formidable, on trouve toujours des solutions. Oui, tout le monde tire dans le même sens. Exactement. Donc, donc du coup, c'est des problèmes, mais c'est des bons problèmes. Il y a des choses que, justement, peut-être pour des conseils de gens qui auraient le plaisir de voir leur boîte grandir, il y a des choses qui, pour vous, aujourd'hui, vous direz, ça, c'était quand même vraiment important, on l'a pas fait au bon moment, il faut si on avait fait ça, on aurait gagné du temps, on aurait mieux géré certaines situations. Alors, oui, dans mon parcours, je dirais que on a choisi un bon partenaire au démarrage avec Turenne. Après, le fait de devoir grandir et grandir vite, faut trouver des financements. Et c'est vrai que je pense que
d'avoir fait rentrer au capital un de nos partenaires distributeurs, ça n'a pas été le bon choix sur du moyen long terme. C'était à quel moment ? En 2011-2012. C'était un très bon partenaire en tant que distributeur, mais en tant qu'investisseur, il n'avait pas le même rapport au temps qu'un fonds d'investissement, et donc du coup, il y a eu des moments clés où il aurait fallu pousser, et on n'a pas poussé, et il faut être en capacité d'accompagner les bons moments, et je pense que en tout cas, donc ce qui est intéressant fallu faire mieux. Dans le profil du partenaire, c'est intéressant de savoir de quel partenaire on a besoin au moment de la croissance de l'entreprise. Exactement. Là, c'était votre partenaire sur l'Asie, hein, c'est ça ? Ouais, exactement. C'était le groupe Bluebell et à qui vous avez revendu Non, en fait, ça s'est passé Bluebell s'est renforcé au fil des ans. Il est devenu majoritaire et je voudrais pas faire plus de commentaires que ça. L'histoire s'est pas très bien terminée, mais comment vous expliquez l'aventure était plutôt belle. Oui, l'ensemble de l'aventure, vous en gardez quelque chose de fort. Tout à fait. Je pense. Tout à fait. Comment vous expliquez justement la montée et puis finalement le tassement et une fin qui n'était pas forcément dans l'ordre d'idée que vous aviez. En fait, la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a une actualité, il y a des succès, il y a des temps forts, et dans ces temps forts, il faut être en capacité de pouvoir prendre des parts de marché. Et prendre des parts de marché dans la mode, c'est ouvrir des magasins, c'est ouvrir des points de vente. Parce que dans le métier qui est le nôtre, travailler en wholesale par exemple, ça permet très vite d'avoir de la visibilité et d'être et une distribution internationale, mais c'est assez fragile parce qu'en fait il faut toujours que vous soyez l'actu du moment, puisque le travail d'un multimarque, c'est d'apporter à ses clients la nouveauté, et quand vous êtes plus l'actu ou que vous commencez à être challengé par d'autres, vous perdez des parts de marché. Et en fait, il faut profiter du moment fort de votre notoriété pour commencer à ouvrir des points de vente et commencer à acquérir une clientèle qui vous est fidèle et qui n'est pas fidèle aux multimarques. Et je dirais que la première erreur, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais c'est justement de ne pas avoir poussé cette distribution au moment où on était fort, pour que justement quand l'activité wholesale baisse un peu, finalement on se fragilise pas et on n'ait pas les craintes de vouloir investir. Parce qu'en fait, dès que vous perdez un peu de part de marché, les investisseurs se disent qu'est-ce qui se passe, donc ils vont être moins enclins à investir. Donc quand vous avez vos magasins, vous avez une variation qui est moins importante puisque vos clients viennent consommer chez vous. Oui, les transformations, il faut les faire dans les temps forts. Exactement. Au plus haut, Caravan, c'était quoi ? C'était combien de chiffres d'affaires, combien de magasins ? En consolidé, c'était autour de 70 millions. Oui, ça pesait quand même déjà quelque chose de très intéressant. Oui, c'était une belle affaire. Comment vous expliquez justement les étapes qui ont mené à la liquidation de l'entreprise ? Qu'est-ce qui a fait qu'on aille jusqu'à cette fin-là ? Là, c'est des décisions d'actionnaires en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Bluebell a souhaité prendre la majorité, ils ont pris la majorité. Et ils ont souhaité mettre Sophie de Rougemont, la fille de monsieur et madame Goemans, à la présidence. Et en fait, Sophie avait une vision du positionnement de la marque qui était différente que celle qu'on avait mis en place à l'origine. Nous, on voulait être une marque, et on était une marque créative et accessible. Et Sophie souhaitait devenir une marque de designer, une marque de luxe. Donc elle a pris un certain nombre de décisions qui étaient dans sa stratégie, c'est-à-dire arrêter l'homme parce qu'il voulait se concentrer uniquement sur l'activité féminine, arrêter un certain nombre de revendeurs parce qu'ils n'étaient pas assez haut de gamme. Et puis en fait, toutes ces décisions ont contribué à la nécessité de demander à l'investisseur de financer plus, puisque quand vous arrêtez une activité masculine, même si elle n'est pas très bénéficiaire, mais qu'elle ne perd pas d'argent, elle contribue à payer ses charges.
Donc quand vous enlevez cette activité-là, fatalement, toutes les charges reviennent à une seule activité qui est l'activité féminine. Quand vous décidez d'avoir un certain nombre de magasins qui ne correspondent pas au positionnement de la marque, c'est du revenu dont vous vous séparez. Ça baisse votre revenu général et donc ça augmente votre besoin de financement. Voilà, donc c'est des sujets qui se sont mis les uns derrière les autres et il y a eu une décision de la part de M. Goemans d'arrêter de financer des pertes et ça a été assez raide parce que ça s'est fait du jour au lendemain, quoi. Mais bon, après c'était surprenant parce que le groupe Blue Bay est un groupe important qui gère un gros chiffre d'affaires. Mais après, je peux comprendre aussi la volonté d'un dirigeant d'arrêter de perdre de l'argent. Voilà. Après, moi, il y avait un attachement à la marque et puis il y avait une relation qui était particulière à cette marque parce que j'ai fait partie de ceux qui l'ont réinventée. Oui. Donc, il y a parfois un sentiment qui fait qu'on peut manquer d'objectivité sur la fin des opinions, mais c'est derrière moi aujourd'hui. Oui. C'est une belle histoire. Il n'y a pas un goût d'inachevé aujourd'hui. Enfin, le goût d'inachevé, non, parce que il y a pas de raison. L'histoire elle s'est faite. Il y a eu une belle aventure. Dans toutes ces marques aujourd'hui, le travail de l'actionnaire, c'est d'être capable d'accepter le moment de rupture pour relancer. Oui. Toutes les grandes marques ont des DA à un moment donné qui ont du succès et puis à un moment il y a un déclin et la marque le nouveau DA va réinventer la marque et il faut y mettre les moyens pour l'accompagner. Vous avez des groupes qui savent le faire, d'autres qui savent pas le faire, voilà. Encore une fois, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'actionnaire, il n'est pas juste là pour mettre l'argent. Ah oui. Il faut une compréhension et il faut une vision, quoi. Par rapport à ce que vous disiez sur le fait de vouloir passer un cap, d'aller chercher un luxe, un positionnement plus élevé. On voit qu'il y a pas mal de marques qui tentent ça et qui ne réussissent pas. Comment vous expliquez ça pourtant des marques avec notoriété, qu'est-ce qu'il faut pour passer cette barrière-là ? Alors d'abord, il faut du talent. Ouais. C'est la première chose parce que dans ce monde du luxe, on est dans la première ligue et dans la première ligue, il faut tout avoir. Mais le premier atout, je pense que c'est le talent. Et puis après, il faut des moyens, beaucoup de moyens. Et les moyens et le talent et un regard novateur du marché, je pense que c'est les trois mots-clés nécessaires à ce projet. Alors après, pour répondre à votre question, moi j'ai pas la réponse parce que très modestement, en dehors de cette aventure Carven qu'on peut considérer comme un succès de mode, j'ai pas dirigé de grands groupes, j'ai pas dirigé de grandes maisons et je sais pas si je serais capable de le faire. En revanche, on voit bien que dans tous les groupes, il y a un pool de marques avec des marques leaders et des marques challengers et le cycle des maisons et le cycle des marques fait qu'à un moment, une marque qui était challenger devient leader et une autre redevient deuxième ou troisième du pool. Ça fait partie aujourd'hui de l'offre et tous ces grands groupes sont très conscients de l'énergie et de la créativité et de la stratégie marketing qu'il faut mettre en place pour pouvoir exister. Surtout que le terrain de jeu, c'est le monde, c'est pas l'Hexagone, donc il faut être en capacité de créer une offre qui puisse plaire aux trois continents. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller chercher des talents créatifs qui ne soient pas déjà captés par ces grands groupes ? Le travail de ces grands groupes, c'est de créer des veilles et de savoir reconnaître les gens qui ont du talent. Après, je pense qu'il y a deux étapes. Il y a savoir se faire reconnaître en tant que créatif et avoir un premier succès. Et puis après, où trouver les financiers qui vous accompagnent pour accompagner votre maison, et il y en a certains qui réussissent plutôt bien, ou c'est intégrer un grand groupe et avoir le groupe qui va vous amener toutes les garanties pour mener à bien votre projet. Donc, c'est des choix.
Oui. En parlant de projet, maintenant vous êtes sur un autre projet Oui. et vous êtes passé sur depuis le maintenant féminin. presque 3 ans. Bientôt 3 ans, oui. Ouais. Du coup, vous avez rejoint la société Vanessa Bruno Ouais. en devenant actionnaire. Ouais. Qu'est-ce qui vous motivait dans ce projet-là? Donc aujourd'hui, Vanessa Bruno, marque de prêt-à-porter premium, 25 ans d'existence. Qu'est-ce qui vous motivait dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y retourner? D'abord, c'est une rencontre. Ouais. C'est Vanessa. J'ai rencontré Vanessa qui m'a expliqué où elle en était, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. Moi, j'avais beaucoup de respect pour Vanessa, pour son parcours. Je l'avais croisée dans ce monde de la mode à 2-3 reprises. Et puis, avec plusieurs échanges, plusieurs discussions, on a appris à se connaître. Et puis, comme je connais un petit peu ce marché, j'ai commencé à regarder le positionnement. Et puis, je suis revenu vers Vanessa en lui présentant mon idée de ce projet qui pourrait redonner un nouveau chapitre à l'histoire de sa maison. Et puis, on a trouvé les mots et les idées qui pouvaient nous convenir à tous les deux pour démarrer cette aventure. C'était donc il y a presque 3 ans. Entre-temps, il y a quand même eu quasiment 2019, 2 ans de Covid. Ça a modifié un peu votre relation et le projet initial, où justement vous êtes aperçu peut-être que ce que vous disiez, c'était d'autant plus pertinent avec la période. Alors, en fait, Vanessa, c'est une maison qui existe depuis 25 ans, donc déjà, et c'est une maison qui est incarnée par Vanessa et qui a un positionnement très clair. Comment vous définiriez d'ailleurs l'identité de la marque? C'est une marque créativement qui a un positionnement bohème, chic, parisien, très féminine, avec des valeurs très naturelles, parce que elle-même, sans parler de marketing, se déplace à vélo. Elle a créé son cabas parce qu'elle avait besoin de trouver un sac qui était suffisamment résistant et grand pour mettre les affaires qui étaient nécessaires à son enfant, qu'elle venait naître. Donc elle a toujours travaillé et créé autour de ce que je dirais, ce qui est les essentiels d'une femme dans son quotidien. Il faut que ça soit beau mais confortable, il faut que ça soit beau mais utile, il faut que ça soit beau mais durable. Donc ça fait partie de ses valeurs et c'est assez intéressant. Après, elle a eu un parcours où elle a créé, puis présenté, puis défilé, puis créé une deuxième ligne, etc. Moi, quand je la rencontre, la deuxième ligne a été arrêtée. Elle a arrêté de défiler et je trouvais que le positionnement pouvait être revu dans la distribution d'aujourd'hui, mais en ne gardant pas les valeurs d'hier. C'est-à-dire, ne défiler, c'était pas utile dans le positionnement qu'est la nôtre. Avoir une deuxième ligne, je trouvais qu'elle avait pris la bonne décision. C'était pas utile non plus aujourd'hui. Il fallait donner une homogénéité à l'offre parce que l'offre était le fruit de plusieurs positionnements, donc on a redéfini l'offre. On a un cabas qui fonctionne depuis toujours et qui est iconique pour la marque, mais on n'avait pas un business unit de l'accessoire. On a mis en place un business unit de l'accessoire. Et puis Vanessa prenait moins la parole ces dernières années, donc on lui a redonné la parole. Ce qui était surprenant parce que finalement il y avait beaucoup de gens qui prenaient la marque Vanessa Bruno comme une enseigne et pas comme une enseigne incarnée par une designeuse. Donc ça a redonné de l'appétence à la marque. On a pris la parole sur les réseaux sociaux, on a développé le digital. Et rapidement, en modifiant un certain nombre de curseurs, on a tout de suite trouvé des croissances à 2 chiffres. Donc d'abord, il y a une clientèle qui est fidèle, qui reste fidèle, parce que ces changements n'ont pas changé l'ADN ni le positionnement de la marque. En revanche, on a fait agrandir l'offre, on a pris la parole, donc on était plus visible, donc on s'est fait découvrir de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Et puis effectivement est intervenu le Covid et le confinement, mais on en avait parlé il y a quelques mois. Et en fait, le confinement, ça nous a obligés de pousser les curseurs sur les sujets qui étaient des projets, comme le digital par exemple, où l'activité du e-commerce représentait 7 ou 8% du chiffre d'affaires, et cette année, il en représente 23%. Donc ça veut dire qu'il a fallu
grandir sur cette activité. J'imagine même en interne, Oui. quand c'est pas la culture maison, de développer des nouveaux outils, de développer des En fait, process vous un peu découvrez différents. très vite deux choses dans le digital, c'est que il faut créer autant de contenu que de produits. Oui. Donc c'est un nouveau métier. Ce que vous disiez tout à l'heure, le lifestyle est hyper important. Exactement, Et il faut apporter du contenu. Et je dois dire que Vanessa est une bonne élève puisque elle a découvert vraiment à cette occasion la nécessité de devoir créer du contenu, créer des campagnes, créer des images, raconter des histoires autour du produit. Et ça a tout de suite fonctionné puisqu'on a eu des croissances, mais comme tout le monde, importantes. Mais au-delà de la moyenne, je crois que la moyenne c'était 30 ou 40%. Nous on était entre 80 et 100%. Parce qu'il y a ce côté incarné, c'est ça? Il n'y a pas que Je ça, mais pense que c'est l'association des choses, c'est-à-dire que effectivement c'est incarné, mais en même temps on prenait pas la parole, donc là on a pris la parole, donc on a rencontré un public, et puis on avait peu d'investissement sur les acquisitions, on a commencé à investir sur l'acquisition client, et je dirais que quand on fédère l'ensemble de cette stratégie, ça a donné ce résultat. Je pense pas qu'il y ait une stratégie avec un projet, mais c'est la constellation des projets qui ont fait que le résultat était suffisant. C'est aussi l'investissement, ce que vous dites. Il faut aussi l'investissement dans les outils, dans l'acquisition de clients en digital. C'est aussi ça qui est clé aujourd'hui. Exactement. D'accord. Sur le digital, vous aujourd'hui vous dites donc 23%. Ouais. Vous pensez que ça va monter jusqu'où? Parce que là on voit que nous on n'est pas un pure player, donc on a des parts de marché qui doivent grandir par rapport à notre écosystème, mais nous on a déjà un écosystème qui est historique. On a une activité wholesale qui représente à peu près 40% de notre business. On a une activité retail maintenant qu'on développe, puisque cette année on a ouvert beaucoup de magasins et pas mal de corners en grands magasins. Donc on a une activité principalement retail en France. Cette année, oui, c'est principalement en France. On a ouvert 7 magasins. On a ouvert la rue de Passy, on a ouvert Nice, Cannes, Aix. Là, on ouvre Lille, Lyon. Et les grands magasins nous ont fait confiance et on a ouvert une vingtaine de villes avec les Galeries Lafayette et le Printemps. D'accord. En prêt-à-porter. Donc on croit à la distribution retail et notamment la distribution retail en centre-ville. Mais c'est intéressant. Au moment où on pouvait entendre que oui, le retail c'est compliqué, avoir des boutiques c'est compliqué à gérer. En plus, on voit que les clients sont en train d'acheter sur le digital. Non, vous dites le retail c'est vraiment important. Oui, mais je pense que quand on est pure player, on veut trouver un partenaire qui a des magasins, ou on veut acheter une chaîne de magasins pour exister physiquement, parce que c'est important que le client puisse avoir des expériences dans un lieu d'une marque, et que quand vous rentrez dans un magasin et que vous avez l'accueil d'une équipe de vente et qu'on vous explique une collection et qu'on vous conseille, il y a des gens qui ont besoin d'être conseillés. Et puis il y a des gens qui sont très à l'aise avec le digital et qui savent utiliser le digital avec tous ses avantages pour un consommateur, c'est-à-dire renvoyer immédiatement quand ça plaît pas. Voilà, il y a des leviers, il y a des freins qui ont été plutôt levés avec ce confinement, où il y a beaucoup de gens qui n'achetaient pas sur le digital et qui achètent aujourd'hui sur le digital. Il y en a un certain nombre qui continuent à acheter que sur le digital, mais il y en a d'autres qui savent partager leurs achats entre le digital et le physique. Après, l'étape d'aujourd'hui, c'est justement d'être capable d'avoir une activité et un réseau phygital qui fait que l'expérience, elle existe à travers le site, mais elle existe à travers le click and collect en magasin. Elle existe avec le ship from store, parce que c'est ce qu'on a mis en place en début de saison, là, depuis le mois de septembre. D'accord. Où en fait, on a un stock qui est fédéré, et quand on n'a pas de stock à l'entrepôt, c'est un magasin qui va préparer la commande d'une cliente. Du coup, ça crée un écosystème qui est beaucoup plus important, et le réseau, finalement, sert le digital. Il le dessert pas du tout, et il y a au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté des équipes réseau
et digital, de travailler ensemble. Mais ça aussi, pour les équipes en magasin, c'est un changement de métier aussi. Tout à fait. Il faut les former, faire évoluer. Il faut les former, mais enfin, en tout cas pour nous, il y a un vrai engouement de la part des équipes de participer à cette nouvelle activité. Parce que finalement, ça donne du chiffre d'affaires aux boutiques. En semaine, on n'a pas toujours un flux important toute la journée, donc ça laisse du temps pour préparer les commandes. Et puis ça fait grandir l'entreprise, parce que, en tout cas, ce que moi je pourrais dire, d'un point de vue général, post-Covid, oui. C'est que je pense que les gens ont réalisé l'importance du travail. C'est-à-dire que, ok, tout le monde a envie de faire du télétravail et que ça a ouvert la porte aussi à modifier son mode de fonctionnement et sa relation avec le travail. Mais on se rend quand même tous compte que le travail, ça a une part importante dans sa vie et dans la vie de tout le monde, et que l'entreprise est quand même clé, parce qu'elle porte le travail de chacun d'entre nous, et que les projets d'une entreprise et le bon fonctionnement d'une entreprise permet à ceux qui y travaillent de s'épanouir et de trouver le bon fonctionnement avec l'entreprise. Et je trouve que s'il y a un sujet qui a amélioré la relation avec les collaborateurs après le Covid, c'est bien ça. C'est de réaliser que on a envie de travailler, on a besoin de l'entreprise pour laquelle on travaille, que l'entreprise a besoin de ses collaborateurs, et que une vie à la maison, c'est pas une vie très viable. Ça, c'est sur la partie effectivement interne à l'entreprise. Sur la partie des changements de consommation, d'attente des consommateurs, de vos clientes, comment vous analysez l'impact justement des 2 dernières années sur ce qu'ils attendent? Est-ce que vous voyez que le panier moyen change? Est-ce que vous voyez est-ce qu'ils recherchent vraiment les matières responsables? Est-ce que ça, c'est des réalités, ou c'est des choses qu'on se dit comme ça, mais dans les faits, ça se passe pas comme ça? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre il y en a plein. dans votre question. Je dirais, pour synthétiser, nous, on a une entreprise de façon macro qui peut pas répondre à toutes ces questions, parce qu'on n'est pas mass market, on n'est pas grand public, on reste quand même sélectif, donc on parle pas à tout le monde. Donc je pourrais pas parler pour tous les marchés, et je voudrais que ma réflexion corresponde à mon positionnement et à la distribution dans laquelle je travaille. Mais je dirais qu'il y a une onde de fond générale. C'est-à-dire que l'onde de fond générale, c'est que on veut moins polluer, on veut moins consommer, on veut être plus propre, on veut recycler, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est vrai pour tous les marchés, et que plus particulièrement quand on est dans la mode, la société souhaite qu'on montre l'exemple. Après, on peut juger si c'est bien ou mal qu'on doit être le bon exemple, oui, de la société. D'être en première ligne. Voilà. Mais en gros, on vend des vêtements, donc on sauve pas des vies, donc à partir de là, on doit montrer l'exemple. C'est un peu ce que je pense du contexte aujourd'hui dans lequel on vit. Mais je conçois, je conteste pas, mais c'est un peu ça le postulat. Après, une fois qu'on a dit ça, je pense que quand on fait de la mode, il faut faire de la création pour plaire, et que donc il y a des choses qu'on peut faire et des choses qui sont compliquées à faire. Donc je dirais que par exemple, nous en interne, il y a des choses qu'on a mis en place et qui sont en train de se mettre en place, qui sont par exemple tous les consommables. Les cintres, les housses, les boutons, les vignettes, les cartons, les sacs en carton, etc., etc. Tout ce qui est consommable. Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les industries, les fournisseurs ont travaillé pour nous proposer de façon constructive des produits qui nous permettent d'utiliser des matières premières recyclées. Et donc du coup, il est facile, après une étude, après un travail quand même sérieux, de faire progresser nos achats de consommables vers des produits recyclés, et donc qui polluent moins ou... Donc ça, c'est une question de volonté, en fait. Donc ça, c'est une volonté, et nous on l'a mis en place. Ouais. Donc je dirais que courant cette année et de l'année prochaine, on aura fini l'ensemble de cette transformation. Après, il y a ce que je dirais les concepts de magasins. Là, on est en train de finir notre nouveau concept qui va ouvrir à Cap 3000 dans le centre commercial à la fin du mois, au printemps au rez-de-chaussée pour l'accessoire, pareil dans le mois qui suit, et à Lyon. Là, Vanessa a travaillé sur des matériaux naturels,
de la pierre, du travertin, du bois. Tous ces produits-là sont naturels. Toute la partie électricité est faite aussi pour consommer le moins possible et de façon durable. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on crée des coques et on travaille avec des gens qui techniquement nous permettent de moins consommer d'électricité, moins consommer de plastique, etc., etc. Donc pareil, d'un point de vue conceptuel, c'est des choses qu'on fait. Après, il y a le développement des collections. Oui. Et là, dans le développement des collections, les choses deviennent un peu plus compliquées puisque il faut garder un positionnement parce que les gens souhaitent acheter à un certain prix. Et nous, on a un positionnement qui n'est pas un positionnement fast fashion, c'est-à-dire que Vanessa ne crée pas des produits qui ont une durée de vie d'une saison. Vanessa a une réflexion d'un point de vue créatif où le produit doit durer et doit pouvoir se mélanger avec les collections passées que nos clients ont achetées ou des collections futures. Donc on a une partie de cette collection, je dirais, qui est pensée, qui est construite pour durer, avec un positionnement prix qui est pareil, qui est pensé pour consommer de façon facile. Mais après, il y a quand même la narration d'une saison. Et la narration d'une saison, c'est l'inspiration du moment et c'est la fragilité de cette inspiration qui peut ne pas durer dans le temps. Ouais. Et donc du coup, ça, c'est compliqué de pas le faire parce que c'est ça qui donne l'envie, c'est ça qui donne la désirabilité et un homme comme une femme d'ailleurs a envie d'être surpris, d'être attiré vers quelque chose de neuf. Et ce côté neuf peut avoir une durée de vie assez courte. Donc je dirais que la mode par nature ne peut pas avoir que des choses durables. Donc elle est créativement. Elle est tiraillée actuellement entre les. Il faut savoir partager les choses. Et puis sur les matières, pareil. C'est-à-dire qu'il y a des matières. Par exemple, si vous avez envie de faire une robe plissée, la soie, ça se plisse pas parce que une fois que c'est lavé, il y a plus de plis. Donc il faut du polyester. Donc il y a quand même des matières dont on a besoin pour être en capacité de répondre aux besoins créatifs d'un produit. Donc je dirais qu'après il faut essayer de mélanger les choses, mais en conservant son authenticité et sa créativité. Donc après c'est vraiment le mélange des choses. C'est essayer de travailler avec des cotons recyclés, c'est de développer le lin. Nous, on a des produits iconiques qui sont le cabas. Oui. Le cabas, il est fabriqué en France depuis toujours. Vanessa n'a jamais voulu délocaliser sa production, malgré le prix accessible du produit. La toile historique est une toile fabriquée en France par un fabricant qui fabrique les toiles pour l'armée française, pour les tentes, parce que c'est très résistant. Le lin, qui est le deuxième produit phare, il est cultivé en Belgique, il est fabriqué en Europe. Donc on essaye de faire au mieux. Maintenant, on met pas toute l'énergie et toutes les idées passent pas au pilori parce que elle est pas correspond pas à toute une éthique écologique. Parce que encore une fois, il faut être capable d'amener de la narration à tout ça et que il faut que ça permette de conserver l'équilibre de l'entreprise et de l'identité de la marque et de l'offre parce que les clientes comprennent aussi. C'est-à-dire que quand on est transparent, les choses s'expliquent. Et puis après, on n'est pas en mode start-up où la narration de la start-up, c'est d'être monoproduit, par exemple, ou très éthique et construire son image autour de ça. C'est un mélange des deux. C'est aussi aider des associations ou des femmes. C'est un écosystème complet. Et Vanessa est très attachée. Vous, en tant que directeur général d'une entreprise de mode aujourd'hui, vous la pilotez comment, vous, avec les circonstances actuelles ? Vous regardez à 6 mois et on avance, ou là c'est reparti ? Il y a les contraintes de transport, même pendant le Covid, on gérait pas à 2 mois, ni à 3 mois. C'est pas possible de gérer une entreprise à court terme. Il faut avoir une vision moyen-long terme parce que ça permet de donner des perspectives et c'est important les perspectives parce que ça permet de construire des projets, parce que les projets c'est long à se mettre en place. Le concept du nouveau magasin, c'est 1 an et demi de travail, donc on a commencé avant le Covid et on va le réaliser maintenant. Donc il faut être en capacité de pouvoir être agile parce que effectivement les circonstances, une pandémie, des grèves, les problèmes de sourcing actuels nous amènent à devoir réagir.
Les problèmes de sourcing actuels, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une entreprise qui fabriquons tout en Chine. On en fabrique un peu, mais peu. Du coup, on est moins touché par cette problématique. Mais c'est pareil, il faut être en capacité d'être agile et de délocaliser les productions sur d'autres pays qui nous permettent de répondre aux besoins de nos productions. Ça fait partie du moment. Je pense que dans un an, les choses vont redevenir un peu plus à la normale et il y aura plus de containers et plus de bateaux. Là, on voit que les aéroports et les compagnies aériennes ouvrent des lignes de plus en plus. C'est sûr que le fait de plus pouvoir voyager, on supprimait énormément de lignes et il y avait énormément de lignes qui faisaient du fret en même temps que du transport de personnes. Donc ça réduit les capacités. Ça réduit les capacités. Ouais. Pour conclure, vous êtes optimiste pour après les transformations Covid avec les moi, je suis un éternel optimiste de base. Moi, je crois en mes contemporains et je pense que ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est aussi une belle démonstration de la solidarité des gens de façon générale. Les gens ont été extrêmement solidaires les uns les autres pendant cette période. Tout le monde a été extrêmement respectueux des lois qui sont tombées, qui ont été quand même très difficiles à vivre, mais tout le monde l'a vécu quand même plutôt très correctement. Et à travers le monde, ça a été la même chose. Il n'y a pas de pays qui ont vraiment dénoté, à part quelques pays qui avaient des dirigeants qui avaient des idées un peu exotiques, mais de façon générale, on peut dire que tout le monde s'est très bien comporté. Et on le voit bien, c'est-à-dire qu'à l'issue de ces confinements, les gens ont envie de consommer, les gens ont envie de travailler. Ça a relevé des faiblesses, et tout le monde en parle aujourd'hui pour essayer de trouver le nouveau modèle de la société de demain. Mais moi, ce que j'espère juste, c'est qu'on trouve la bonne façon d'y réfléchir sans s'affronter, parce que ça serait dommage, mais de revivre ces époques de gilets jaunes ou de grèves qui paralysent le pays. Mais moi, je crois en mes contemporains, donc je pense que cette société va évoluer, qu'effectivement, ces modifications du e-commerce, des livraisons à domicile, tout ça, on crée de nouveaux emplois, on crée une nouvelle économie, et il y a d'autres activités qui vont subir ces changements. Il faut se réinventer, mais je pense que à une époque, on vendait des chapeaux, on vend plus de chapeaux. À l'époque, on vendait des cravates, on vend plus de cravates. Et on vend autre chose, et on s'habille différemment. Et après, je pense que cette société a envie de nouvelles découvertes. Oui, il faut qu'on y participe, quoi. Oui. Henri Sebaoun, merci pour cet échange. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce podcast. À très vite pour de nouvelles écoutes.